Donc, bienvenue dans ce webinaire sur la COVID-19 et la stigmatisation et comment les journalistes peuvent aider à mettre fin au blâme et à la honte donc, autour de cette stigmatisation sur la COVID. Donc, je suis Christophe Massamba. Je suis chargé de projet pour Internews au Mali et donc je vais être votre modérateur pour ce webinaire. Donc, nous avons différents invités. Nous avons trois invités. Nous avons Monsieur Mahamadou Abakar Maïga, de DRC Mali, qui va nous faire une présentation. Ensuite, nous avons Monsieur Justin Bizimana de MSF Sud-Soudan, qui va également intervenir. Et enfin, Katrina Thomas pour Internews, donc, qui est une journaliste expert en santé, qui va pouvoir aussi intervenir vers la fin de ce webinaire. Donc, juste avant de commencer, je vais juste vous rappeler quelques consignes pour ce webinaire. Donc, juste vous rappeler que le webinaire est enregistré et qui sera diffusé donc, sur plusieurs plateformes. Aussi, vous avez à disposition pour les anglophones, donc vous avez une traduction simultanée de disponible. Vous avez juste à cliquer sur l'icône interprétation et sélectionner la langue anglaise. Si vous avez des difficultés, vous pouvez écrire dans le chat et nous pourrons vous aider. Aussi, je vous demanderai à chacun, à l'audience, de fermer vos microphones afin de faciliter donc, le déroulement de l'activité. Et que si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous avons déjà reçu beaucoup de questions avant l'événement. Donc, je vais m'efforcer de partager ces questions avec l'ensemble des panélistes afin qu'on puisse vous répondre tout le long du webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Amadou Diko, qui travaille aussi qui représente IFRC, mais qui travaille aussi pour la CREC, donc la CREC régionale Afrique de l'Ouest et centrale. Et donc, il va nous faire une petite présentation brève donc, pour une mise en situation pour ce webinaire. Donc, je laisse la parole à Amadou Diko. J'espère que vous voyez bien les slides. Donc là, on voit bien, oui. Vous pouvez commencer. OK. D'accord, super. Merci beaucoup. Et je tiens à vous remercier, Internews, et particulièrement toi, Christophe, d'organiser tout ce webinaire très, très utile. C'est un sujet très important depuis le début de la crise. Donc, je vais rapidement vous donner un peu la perspective du sous-groupe Feedback. Je pense que, comme tu l'as dit, je suis le tiers du groupe Feedback sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, l'idée de ce sous-groupe de travail sous-régional CREC, c'est vraiment d'analyser les différents retours que nous recevons des communautés à travers nos partenaires dans Internews, mais pas que. On a à peu près une dizaine de partenaires depuis avril 2020 qui partagent les informations avec nous. Donc, rapidement, juste peut-être pour vous donner un peu de contexte sur les tendances qu'on reçoit actuellement, et ensuite on va passer au sujet du jour. En ce moment, c'est plus deux tendances principales. Donc, le fait et la croyance très, très forte que la maladie n'existe pas. Un peu la fatigue, on en a parlé la dernière fois. Donc, le webinaire dernier, pour ceux qui étaient là, qui était très, très intéressant sur la fatigue. Et tout ce qui touche un peu au comportement préventif. Donc, les masques, les questions autour des masques, mais pas que. Il y a l'accès à l'eau et vraiment tout ce qui touche les mesures préventives. Donc, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est tout ce qui touche un peu la stigmatisation, les questions un peu liées à la peur de la maladie, mais surtout la stigmatisation. Et en effet, nous avons reçu quelques informations sur le sujet de nos différents partenaires. Donc, on a principalement 5 partenaires qui ont partagé des informations dessus. Donc, il y a UNICEF, IFRC, MSF, Oxfam et Internews. Donc, je parle vraiment du mécanisme de feedback à travers le travail qu'on fait dans le sous-groupe. Et ça touche principalement 5 pays. Donc, principalement des pays d'Afrique de l'Ouest. Bon, il y a un mix parce qu'on a la République centrafricaine et le Cameroun. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, on a le Ghana, on a le Mali et le Burkina Faso. Et sans oublier la République démocratique du Congo. Donc, ça fait 5 partenaires et 5 pays qui ont partagé depuis le début des informations autour de la stigmatisation. Il faut dire que parfois, le mécanisme tel qu'il est fait
on ne peut pas toujours tout recevoir. Donc, je vous épargne en tout cas le volume, mais j'ai fait un petit morceau choisi de quelques citations très, très fortes que nous avons reçues parce que c'est du texte qu'on reçoit. C'est des informations qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent de dialogues communautaires, en tout cas qui viennent de plusieurs canaux que les partenaires utilisent dans le cadre de leur mission. Et ce sont ces informations que nous, on essaie de réanalyser et de codifier. Et c'est ce qui nous permet de faire justement un suivi de thème. Donc, dans ce cas précis, juste pour que vous ayez une idée des informations qu'on a et peut-être pour aussi camper un peu le décor. Donc, voilà, Internews au Mali qui a partagé ce retour intéressant et intéressant dans le sens où ça touche aussi quand même une stigmatisation qui a souvent un même lieu dans certains milieux hospitaliers. Je pense que ça vient de Tombouctou, dans un hôpital. Et donc, la façon dont les patients sont traités, donc il y a la peur de contracter la maladie. Ils disent par exemple que, donc c'est en particulier pour les donner à manger, on met la nourriture dans un sac et on le jette. Donc, il y a aussi il y a tout ce problème. Donc, il y a vraiment. On se dit souvent quand même que le milieu, c'est le dernier milieu où on va vivre ça. Et je pense que les populations, ça a été assez dur. Donc, c'est un retour très fort, très intéressant. Mais on en a d'autres qui sont beaucoup plus typiques de ce qu'on pense quand on parle stigmatisation. Par exemple, UNICEF au Ghana, il nous dit que les gens vous appellent COVID quand ils vous voient porter un masque. Donc, ils se moquent, ils vous appellent COVID et c'est souvent, ça peut même être un peu violent, ça dépend, c'est pas ce qui a été fait ici, mais ça montre un peu aussi la dimension dans la société, la vision que certaines personnes ont de cette maladie ou de ceux qui portent des masques, par exemple, sans pour autant être malades. Et on rajoute en tout cas qu'ils ne pensent pas que c'est quelque chose de sérieux. Donc, dans la même veine, AFRC partage au Cameroun que, voilà, encore cette croyance qui est un peu liée au masque. Je pense qu'on aura souvent l'opportunité d'en parler. Donc, beaucoup de gens pensent que ceux qui portent les masques sont déjà malades. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ont sûrement déjà vécu parmi nous qui sommes là. Et finalement, un commentaire très fort d'MSF. MSF qui a fait un gros travail sur les stigmas aussi. Et je pense qu'ils ont fait un webinaire cette année qui était pas mal sur le sujet. Donc, et du coup, celui-là, c'est par exemple qui montre un peu la dimension aussi quand même un peu familiale. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une famille, il y a eu un cas, ben, parfois c'est toute la famille qui est stigmatisée. Donc, le neveu d'un cas confirmé a commencé à être menacé et on l'interdit de rentrer dans le bus parce que les gens ont peur d'être contaminés. Donc ça, c'est juste un petit morceau choisi. On a beaucoup plus d'informations que ça, mais c'était pour vous donner un peu rapidement les différents types de retours d'informations qu'on a autour de la stigmatisation. Donc peut-être je vais vous faire l'économie au niveau des recommandations, il y en a plein, mais principalement, ce sont des recommandations qui touchent vraiment la communication et surtout se rapprocher des communautés, des leaders. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers les discussions qu'on aura avec nos collègues, et d'autres personnes, on verra peut-être des approches plus innovantes, mais en tout cas, le gros du travail, c'est vraiment l'information et la communication. Donc, surtout, mettre l'accent un peu sur comment ça marche, comment la transmission fonctionne, expliquer toutes ces choses et surtout aussi d'autres étapes, par exemple, comment les gens sont traités et en cas de décès, parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, comment les gens sont enterrés. Donc, Christophe, je vais m'arrêter là. C'était juste rapidement pour vous donner un aperçu un peu régional, Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre, des principaux types de retours d'informations qu'on a reçus sur la stigmatisation et quelques peut-être pistes de réponse. Mais je pense qu'on aura l'opportunité durant les prochaines minutes de rentrer beaucoup plus en détail. Merci. Parfait. Ben, merci beaucoup, Amadou. Effectivement, c'est très intéressant et je rappelle l'importance et l'ensemble de nos collègues humanitaires et autres connaissent l'importance justement de ce groupe de feedback, de retour d'information, donc qui est nécessaire dans la réponse que l'ensemble des acteurs humanitaires, sanitaires et médiatiques peuvent apporter donc pour lutter contre la pandémie. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. On va passer à Monsieur Maïga, Mahamadou Abakar Maïga, qui est représentant de DRC au Mali. Donc, Monsieur Maïga, qui est chef d'équipe donc pour la réponse Covid au Mali. C'est à vous, Monsieur Maïga. Oui, Christophe, bonsoir. Bonsoir. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Ok, merci beaucoup pour cette belle initiative.
Pour passer à la présentation, je vous autoriserai quand même à partager le diapo Oui. pour qu'on puisse procéder aux échanges. Je Parfait. vois déjà que je me retrouve avec mon prédécesseur Duco. Pratiquement, on partage les mêmes difficultés de stigmatisation. Presque. Voilà. Donc, sur ce, vous pouvez passer au diapo. Oui, on va mettre les diapos dans un instant. Je rappelle, juste avant que la diapo soit lancée, je rappelle à l'audience, vous avez la possibilité d'aller sur l'interprétation en anglais si vous voulez écouter le webinaire en anglais. Donc, n'hésitez pas à choisir la langue en français ou en anglais et de poser vos questions dans le chat. Je vais faire l'effort de passer vos questions à l'ensemble des panélistes. Est-ce qu'on peut commencer avec est-ce qu'on peut projeter la présentation? Oui, bien sûr. Voilà, merci pour vraiment les efforts. Donc, juste, Donc, je vais faire avancer votre présentation, juste me dire quand il faut que j'avance. Merci. À vous, Monsieur Maïga. Merci. Et bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Mahamadou Abakar Maïga, chef d'équipe COVID DRC Mali, précisément dans la région de Mopti. Et tous les plaisirs et pour moi aujourd'hui vraiment de partager ce plateau tant riche vraiment d'informations, de partage pour vraiment répondre, donner une meilleure réponse à hauteur de souhait à nos survivants victimes de COVID-19. Donc, sur ce, je pense que vous pouvez continuer. Vous voyez un peu une brève présentation des DRC, qui sommes-nous. DRC, c'est le Conseil danois pour les réfugiés. C'est une ONG fondée en 1956. Notre mandat est d'apporter une assistance directe aux populations affectées par le conflit, réfugiés, rapatriés, déplacés internes, populations hautes, vulnérables dans les zones de conflit et post-conflit avant de pouvoir apporter des solutions durables. Donc, on est présent quand même au Mali depuis 2012 pour apporter une réponse intégrée et transfrontalière d'urgence depuis 2013 à Mopti, où je me trouve présentement, cercle de Mopti, Koro, Douanza, Bankas et Banyangara. Et Banyangara récemment sur le projet COVID. Plusieurs programmes de protection de sécurité alimentaire, réduction de la violence armée et leadership féminin. Maintenant, le projet COVID, c'est un projet qui est financé par Danida. Ses zones d'intervention, c'est précisément les cercles de Mopti et Banyangara. Autrement dit, ça veut dire que ça ne couvre pas toute la région de Mopti. C'est 2 cercles de Mopti seulement, avec 5 staffs. De juin-décembre 2020, on soutient les personnes impactées directement et indirectement par la COVID. C'est ça, en grand, l'objectif du petit projet. Maintenant, le projet est mis en coordination avec et en collaboration avec les acteurs humanitaires présents dans les cercles de Mopti et Banyangara. Vous avez à Mopti, par exemple, le DRC travaille en étroite collaboration avec One Stop, et qui fournit vraiment une assistance holistique aux survivants de la violence. Il y a le cluster protection aussi qui est présent à Mopti ici, et le sous-cluster thématique, protection de l'enfance, VBG, cohésion sociale, et à la DRCE de Mopti, la DRS, la Direction régionale de la santé de Mopti, le CRF, les SESCOM, et ainsi de suite. Et c'est aussi la même chose pratiquement à Banyangara, avec une spécificité où il y a le partenaire SAVE qui existe aussi à Banyangara et COPI. Donc, il s'ajoute aussi au des partenaires avec qui nous menons nos activités. Nous avons aussi des partenaires au niveau de l'État, qui inclut les services locaux de santé et de développement social, parce qu'on ne peut pas évoluer dans les domaines de la COVID sans évoluer avec le développement social. Donc, nous évoluons aussi avec le développement social, la promotion des femmes et les mairies. Donc, tous ces acteurs-là, nous évoluons, nous sommes en étroite collaboration dans la mise en œuvre de nos activités. Donc, vous voyez, qu'est-ce que c'est la stigmatisation? On essaie quand même d'illustrer une image. Vous voyez ce que ça donne un peu. Un phénomène social basé sur la discrimination
d'un individu ou d'un groupe de personnes. Donc, vous voyez ce qui l'entoure un peu, qui lui rend vraiment très dur sa situation. Donc, dans le cadre de Dalida Covid-DRC, vraiment, il est le constat que nous pouvons, on se retrouve un peu avec mon collègue, comment dirais-je, comme je l'ai dit, hein, souvent, c'est suite à des informations sur le statut de la personne testée Covid. Suite à par ça, souvent, vous allez constater une mauvaise lecture à la charge d'analyser les informations, la fragilisation ou discrimination de la personne et sa famille. Parce qu'il a le temps d'analyser l'information, de canaliser comment dirais-je, le suivi, les prises en charge, si l'information fait une fuite, et du coup, vraiment, ça contribue automatiquement à mettre la personne dans une position de stigmatisation. Il y a aussi l'aspect rupture socio-culturelle automatique et spontanée entre les personnes et groupes d'appartenance qui s'imposent aussi automatiquement. Il y a l'élargissement aussi du comportement de stigmatisation à toute sa famille. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une seule personne qui est déclarée testée positive Covid, la stigmatisation ne va pas seulement se limiter à lui, ça va s'étendre jusqu'à toute sa famille. Aussi, il y a la peur de partager ses activités sociales. Une fois qu'il se sent un peu stigmatisé, il y a une peur qui s'installe. La fragilisation du tissu social. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de fraternité. Vous voyez, il y a aussi une, comment dirais-je, on parle jusqu'à attribuer un surnom à la personne qui aggrave sa position de stigmate, tel que, vous voyez, rescapé Covid ou bien famille Corona. Quand quelqu'un qui est issu de cette société, où tu es avec tout le monde te connaît ici, et aujourd'hui, suite à une maladie, on te colle une étiquette. Vous voyez à quel point c'est encore discriminant. C'est à quel point encore c'est stigmatisant. Vous voyez? Donc, les personnes subissent des rumeurs, des apartés, on lui colle une image de... C'est trop fort, quoi, en fait. Du coup, même s'il sort pour faire ses promenades, il n'arrive plus parce qu'il sent déjà, il y a des apartés qui se forment sur lui, le regard qu'on apporte sur lui. Oui. Donc, c'est très fort, c'est très fort. On peut continuer. Il y a aussi le repli sur soi-même, dans une atmosphère de respect des frontières de collaboration. À partir du moment où la personne, on a constaté qu'il y a des gens où ils sentent que vraiment ils sont plus comme avant dans cette société, ils essaient de se replier sur eux-mêmes et automatiquement ils créent une frontière de collaboration avec la société. Et ça contribue à l'incriminer encore dans la situation que cette personne a vécue. Le développement progressif du mal à être dans la dépression chez la personne, son entourage, les pertes de communication avec les proches, vous voyez, les pères, les collègues. Donc, c'est tout à fait un problème. Il y a la possibilité de déclin même de son entreprise. Parce que si la personne, c'est peut que c'est un entrepreneur, c'est un commerçant par exemple, une fois qu'il est stigmatisé dans cette communauté, les rumeurs font en sorte que la clientèle même disparaît d'un coup. Et s'il est là pour la clientèle, il n'y a plus de clientèle, autrement dit, évidemment, il va être en faillite. Oui. Donc, c'est tout un problème. On a vu aussi des cas de stigmatisation qui ont provoqué des abandons au milieu scolaire. Parce que si l'enfant part à l'école, on lui dit, bon, c'est un tel corona ou c'est un tel Covid, tu vois, l'enfant n'arrive même pas à évoluer dans son milieu communautaire, à plus forte dans le milieu scolaire. Donc, du coup, avec cette pression de stigmate, l'enfant, finalement, abandonne les études et c'est fini comme ça, quoi. Et ce qui va encore l'amener à une manque de confiance. Une fois qu'il y a cette manque de confiance-là, il ne pourra plus continuer encore. Vous voyez, des troubles de dépression, de stress. Il se voit seul.
il n'a plus d'interlocuteur. Ouais. Donc, on a vu toute cette situation. On peut continuer? Voilà. Bon, on a recensé quand même quelques causes qui sont à la base de la stigmatisation en lien avec la COVID. Selon vraiment nos évaluations, il y a quand même ce problème de méconnaissance de la maladie dans son ensemble par les communautés. Bon, c'est une maladie qui n'était pas connue avant par les communautés. Donc, du coup, dès que c'est venu comme ça crée quand même une peur à l'endroit de tout le monde. Il y a automatiquement aussi il y a ce comportement d'indiscrétion des services de prise en charge. Je veux dire autrement, les travailleurs socio-sanitaires, les acteurs humanitaires, le non-respect de ces principes de confidentialité. Parce que souvent, tellement on doit être renforcé de ce sens-là, on n'arrive pas à maîtriser l'information. Du coup, une fois que l'information fait fuite, on a vécu les cas aussi, je ne vais pas citer des noms, dans une de nos zones, où ça a créé un conflit socio-communautaire. Parce que l'information a fait fuite avant que l'intéressé ne sache qu'il est testé positif. Et justement, ouais. Monsieur Maïga, justement, oui. Excusez-moi de vous couper, je rebondis sur votre discours. Juste, j'ai une question, ça fait partie des questions qu'on a reçues, une question de Salif. Justement, par rapport à tout ce que vous dites, quelle est la meilleure méthode pour vous, à votre avis, pour changer la mentalité des communautés face au Covid-19, un peu dans votre travail au jour le jour, comment vous voyez ça? Si vous pouvez me répondre assez rapidement sur cette question-là. La mentalité, de la main de moi, je vois ça, c'est vraiment des processus. On va voir ça plus loin dans le diapo. Vraiment, c'est de développer un mécanisme de sensibilisation au niveau communautaire. Autrement dit, quoi, c'est que moi, j'ai vu que ça a beaucoup marché. Il faut surtout toucher les leaders communautaires, les leaders religieux qui sont à la base, pour pouvoir sensibiliser ces communautés-là. Vous voyez, pour la parenthèse, nous, on a eu dans le cadre même de cette réponse-là, on a eu à former des leaders communautaires, des leaders religieux. Après la fin de leur formation, ils nous ont approché pour dire que c'est tellement important qu'ils consentent aujourd'hui que c'est ce qui manque à leur communauté. Et du coup, autour de la jeunesse et des organisations féminines, de faire tout pour accentuer sur l'aspect stigmatisation. Et ils sont après de cette... Oui, après de cette formation, oui. Est-ce que justement, on pourrait, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, est-ce qu'on peut avancer sur vos recommandations justement pour faire le lien? Okay. Continuez un peu. Vous continuez, tout ça, c'est des choses, voilà. Il y a aussi, ça c'est le trastage des rumeurs que nous avons parvenu vraiment à capitaliser. Ouais. Tout à fait, ouais. C'est des rumeurs qui reviennent souvent dans l'ensemble des feedbacks qu'on peut avoir. C'est des rumeurs que nous vivons au quotidien ici. Donc, voilà, ça, en gros, la réponse. En deux minutes, si vous pouvez conclure sur vos recommandations, je m'excuse, c'est juste... Voilà, vous pouvez aller devant, il y a les recommandations un peu devant. Ouais. Il y a les recommandations devant. Okay. Voilà, vous voyez. Il y a comme recommandation, comme je viens de le dire tout de suite, les mécanismes d'accompagnement de ces anciens COVID-là pour qu'ils puissent se retrouver dans une étape de résilience afin de les faciliter vraiment l'intégration sociétale. Vous voyez, il y a aussi, autre recommandation aussi, l'association de ces acteurs locaux-là, les médias qui manquent aussi, parce que les médias manquent beaucoup dans la mise en œuvre de nos activités. Du coup, c'est un handicap, ça nous empêche de maîtriser l'information souvent, de canaliser la bonne information. Ouais. Donc, en gros, c'est quelques grandes recommandations que nous essayons de formuler pour partager. Je vous remercie. S'il y a des questions, je reste disponible.
Parfait, mais c'est excellent. Merci, merci Monsieur Maïga. C'est vraiment très intéressant. Et on pourra revenir sur à la fois les recommandations. Je vois que vous avez des recommandations au niveau des médias, justement, et un peu sur le travail que vous faites. On pourra y revenir à la fin, dans la période de questions à tout le monde. J'ai des questions qui vont dans ce sens-là, donc on pourra revenir. Vous aurez la chance Ouais. de. On va les développer ensemble, Inch'Allah. Parfait. Merci Donc pour votre là, attention. merci beaucoup pour votre intervention. C'était drôle. On va passer la parole à Monsieur Bizimana. Monsieur Bizimana qui est psychologue, qui travaille actuellement au Soudan, mais qui a une grande expérience justement à la fois que ce soit dans les camps déplacés ou en tout cas dans les situations de où il y a des cas de post-traumatique, etc. Donc, il travaille beaucoup à ce niveau-là. Donc, il a l'expérience notamment dans la crise, aussi bien en Irak, aussi bien au Nigeria, je pense, si je ne me trompe pas, et également aussi dans tout ce qui est question Ebola. Donc, je passe tout de suite la parole à M. Bizimana pour sa présentation. Donc, M. Bizimana de MSF Sud-Soudan. M. Bizimana, c'est à vous. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde et bon après-midi pour certains. Merci pour cette opportunité. Merci pour Internews pour la préparation et le plat de ce webinaire. C'est très intéressant qu'on aborde aujourd'hui c'est le sujet de stigma avec COVID-19. C'est beaucoup intéressant parce que ça touche sur le niveau santé mentale, si je peux le dire. Sur le plan global, Médecins sans frontières, on focalise notre intervention sur 3 priorités principales durant toute cette période de la pandémie de COVID-19. Médecins sans frontières aide les autorités sanitaires à renforcer les mesures de prévention du COVID-19, donner l'appui technique aux équipes médicales, ici je dis surtout les formations, et fournir les soins aux patients atteints de COVID-19. 2. Médecins sans frontières partage, protège les personnes vulnérables et les personnes à risque. Vous savez, les personnes plus âgées, les enfants, ils sont plus vulnérables face au COVID-19. 3. Médecins sans frontières assure le bon fonctionnement des services médicaux essentiels pour que, durant toute cette période de la pandémie, pour qu'on puisse continuer à servir les services médicaux aux bénéficiaires. Avancez. Sur le point de vue à stigmatisation vis-à-vis COVID-19. Ici, j'aimerais signaler que la stigmatisation est un terme complexe et il y a des variations. Ça diffère donc d'un contexte à un autre. Il y a toujours la contextualisation dans une communauté par rapport à une autre. Pour ne citer que des exemples, ici, je signale l'association entre les liés et la maladie. Dans chaque pays, il y avait toujours l'identification du premier patient, où il y a des questionnements qui, quoi et pourquoi autour de la personne atteinte du COVID-19, où on dit d'où vient-il, qui est cette personne, il appartient à quelle communauté. Tous ces questionnements amènent à la stigmatisation de la personne soi-même, stigmatisation de sa famille, voire même stigmatisation de sa communauté. Ensuite, l'utilisation du langage déshumanisant. À moins que la personne est atteinte et testée COVID-19 positif, mais la personne a toujours la dignité. Elle a toujours ses valeurs. Il doit le respect.
on ne doit pas lui appeler un cas de COVID-19. On ne doit pas appeler la personne un cas suspect. C'est une personne, il a des valeurs. Il doit le respecter. Ce n'est pas un cas suspect, ce n'est pas un cas COVID. La personne n'est pas égale au COVID-19. Il y a aussi le stigma lié à des perceptions erronées. Des perceptions erronées, ici je dis, disons, il y a les communautés là où il n'y a pas eu même une personne testée COVID-19 positive. Dans ces communautés-là, quelle est l'image dont la population de cette communauté a sur le port des masques? Comme disaient nos collègues dans la présentation au début de ce webinaire, quand tu apparais dans une communauté, là où il n'y a pas eu même une seule personne testée positivement, on se demande, il y a l'image, pourquoi celui-là, pourquoi celui-là porte un masque? Paraît-il qu'il a un problème? Paraît-il qu'il a des difficultés? Parce que masque paraît comme une étiquette. Tu sembles comme étranger par rapport à eux. Donc, il y a une distanciation qui commence entre la personne qui porte le masque et les autres qui laissent. Donc, il y a une interprétation transposée par rapport au port des masques. Aussi, j'aimerais dire qu'il y a aussi le stigma qui est lié à d'autres facteurs psychologiques. Ici, je dirais, le COVID-19, quand on voit ici et là, le COVID-19 a des répercussions sur la santé mentale de la personne affectée. Donc, il y a la possibilité que la personne en isolation, ou bien la personne en quarantaine, ou bien la personne qui est COVID-19 positif, il y a la probabilité de développer des troubles dépressifs. Alors, ces états dépressifs peuvent avoir aussi des effets ou bien peuvent être liés au stigma, où la personne peut se stigmatiser lui-même, ce qu'on appelle l'autostigma. Écoute, vous savez, si la personne est positive, on ne permet pas la famille de rendre visite, on ne permet pas cette personne qui est testée positive d'être en contact avec quelqu'un d'autre. Donc, ce cadre-là finit à être comme une sorte de stigma. Donc, vous pouvez imaginer quelle peur cette personne a. Ensuite, pour l'arrivée à des recommandations, étant donné que les journalistes travaillent sur une grande plateforme et qu'ils ont la possibilité et la capacité d'atteindre une grande population, j'aimerais recommander aux journalistes d'utiliser cette opportunité, approcher la population dans leur communauté afin de leur donner une occasion d'extérioriser leurs émotions, de partager leurs pensées et leurs perceptions et de nous dire comment est-ce qu'ils voient les mesures de prévention mises en place en regard de COVID-19. Ensuite, j'aimerais aussi recommander les journalistes non seulement d'aborder le sujet comme stigma, ok, c'est bien, c'est parfait, ça va, mais il faut qu'on aborde le sujet de santé mentale d'une façon générale, voir les conséquences psychologiques, les effets psychologiques, l'impact négatif psychologique du COVID-19 sur la personne infectée ou bien testée positive, et voir des répercussions sur sa famille et la communauté en général. Si on part comme ça, c'est bien intégré. On verra des problèmes d'ordre psychologique, santé mentale en général, d'où le stigma fait partie. Ensuite, les journalistes aussi pourront utiliser cette plateforme pour diffuser les messages visant le changement de comportement. Vous savez,
changement de comportement est un processus. Dire à la population qu'il faut se laver plusieurs fois par jour, laver les mains avec du savon, porter le masque, ce n'est pas quelque chose qui vient du son facto. Donc, c'est un processus. Alors, si les journalistes les joignent, les humanitaires, pour faire cette sensibilisation à la communauté, pour encourager la demande de soins de santé le plus tôt possible, en même temps de diffuser les informations, les messages sur le soutien psychosocial. Donc, encourager les familles, la communauté de ne pas abandonner la personne qui est atteinte du COVID-19, mais plutôt de donner un encouragement. Écoute, pour finaliser, cette période de la pandémie, on a vu que la distance sociale en ligne des mesures qui aident dans la prévention. Alors, en même temps qu'il y a cette mesure de distance sociale, c'est l'opportunité pour les médias de renforcer les humanitaires pour arriver là, parce que vous travaillez dans la plateforme qui n'a pas de limites spatiales et géographiques. Donc, diffuser les messages là où nous ne pouvons pas aller. Merci, c'est ça. En grosso modo, s'il y a des questions, soyez les bienvenus. Et merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bizimana. Effectivement, c'est vraiment très intéressant. Et justement, le lien aussi que vous faites avec le travail des journalistes. Et justement, je tiens à souligner un commentaire dans le chat de Bienvenue qui dit que pour aider les journalistes à mettre fin au blâme sur la Covid, c'est ça, il faut qu'ils produisent des émissions qui parlent de la Covid-19, faire des tables rondes avec les communautés, faire des interviews avec les communautés. Donc, ça vient compléter aussi ce que vous dites, justement, de faire le lien, que les journalistes parlent davantage aux humanitaires et inversement, en tout cas qu'il y ait une relation qui s'établisse pour qu'un travail commun soit fait. Je réponds aussi rapidement à Séni qui me demande si les documents vont être projetés. Les documents projetés vont être disponibles. Oui, on va vous les envoyer après la présentation, après le webinaire, pardon. J'aimerais vous poser, avant de passer à notre prochaine panéliste, j'aimerais vous poser quand même deux questions, une générique et une plus spécifique, question de nos auditeurs. Première question de Fléria qui demande si la divulgation du statut de victime de la COVID peut affecter les interactions de cette personne dans sa communauté. Donc, je pense que vous avez répondu un peu, mais bon, si vous voulez répondre un peu plus, de manière un peu plus approfondie à cette question. Et une autre question un peu plus spécifique qui demande, donc c'est Zambouita du Rwanda qui demande quel est l'impact psychologique de la COVID sur les enfants. Donc, comme je sais que c'est parmi vos spécialités, si vous pouvez nous répondre très rapidement en 2 minutes et on pourra revenir par la suite avec d'autres questions. Merci. Monsieur Bizimana, vous avez votre micro coupé? Oui. Voilà, c'est la question de Florian. Oui. Divulguer le test positif ou le statut du patient COVID-19, il y a des répercussions sur lui-même, sur la famille et sur la communauté. Parce que, comme je l'ai dit, il y a les quoi et pourquoi autour du COVID-19. On termine à culpabiliser la personne. On termine à lui mettre compte. Donc, je ne sais pas si c'est compréhensible. Donc, normalement, si la personne a une maladie, cette maladie ne doit pas être proclamée sur le public. L'anonymat est toujours nécessaire et essentiel. On peut dire qu'il y a une personne qui est atteinte du COVID-19, qu'il faut renforcer les mesures de prévention, mais publier le nom, publier son
son identité sur les plateformes, ça finalise à créer des stigmates sur la personne, même voire sur sa communauté. Il faut toujours l'anonymat pour respecter la dignité de la personne, à moins qu'il ait infecté du COVID-19, mais elle est toujours une personne, elle a toujours des valeurs. La question de voir si cette pandémie peut avoir des répercussions ou bien des conséquences sur des enfants, oui, la réponse est oui, bien sûr. Parce que les enfants n'ont pas la capacité de mentaliser, de comprendre tous les changements, tous les scénarios dont Covid a apporté. Certains enfants ne comprennent pas pourquoi ils ont raté leur chance d'aller à l'école comme d'habitude. Certains enfants essaient de matérialiser, de demander aux parents qu'est-ce que c'est ce Covid-là. Il y a des quoi et pourquoi parmi les enfants et les plus petits ne parviennent pas à comprendre. C'est vrai que les enfants ont raté leur socialisation, n'ont pas eu le temps d'aller voir les amis, ils n'ont pas la permission de sortir de la maison pour retourner à l'école. Actuellement, il y a la normalisation qui marche, mais je pense que c'est compréhensible. Parfait. Merci beaucoup à M. Bizamana pour ces réponses par rapport aux questions de nos auditeurs. On aura encore une fois l'occasion d'y revenir. Je vais passer la parole à Katrina Thomas, qui est notre dernière panéliste à nous faire une petite présentation aujourd'hui, donc qui est spécialiste des médias et spécialiste de la santé. Donc, je vais vous laisser la parole, Kate. À vous, c'est à vous. On va projeter la présentation aussi. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici cet après-midi avec vous. Oui, et ce serait bien si quelqu'un pourrait montrer ma présentation. Merci beaucoup, Christophe. Alors, pour me présenter rapidement, je suis journaliste de santé et j'ai couvert des épidémies depuis 10 ans en Afrique de l'Ouest et de l'Est, commençant avec les épidémies de fièvre Lassa, le choléra et puis Ebola et actuellement la COVID-19. Alors, je souhaite cet après-midi vous aider à identifier quelques étapes que les journalistes peuvent prendre afin de réduire la stigmatisation liée à la COVID-19 et bien sûr à d'autres maladies aussi. OK, on avance, merci. Juste pour faire la sommaire, parce que j'aimerais juste ajouter quelques points de ce que les autres présentateurs ont dit. Mais la stigmatisation associée à la COVID-19, alors cette maladie a provoqué une stigmatisation pour de nombreuses raisons. En fait, le processus de stigmatisation résulte d'un processus à travers lequel certaines personnes et groupes de personnes sont amenés à se sentir honteux, exclus et discriminés. Et en cas de pandémie, les personnes sont étiquetées, stéréotypées, séparées ou subissent une atteinte à leur statut et une discrimination en raison de l'association à la maladie. Et souvent, ce qu'on trouve, c'est que ça devient pire quand c'est une maladie nouvelle ou récente présentant de nombreuses inconnues. Et il y a souvent un accès insuffisant à l'information et ça peut provoquer la peur ou la panique au sein des communautés, ce qui conduit à des suppositions irrationnelles et à la nécessité de rejeter la faute sur les autres. Alors, en Afrique, on a vu ça avec Ebola, on voit ça actuellement avec la COVID-19 et ça devient pire quand on voit sur le plan social ou sur les médias sociaux où on entend des rumeurs et là, il y a vraiment une difficulté à connaître la vérité quand il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Et alors,
le travail des journalistes est très important pour réduire la stigmatisation parce que c'est nous, les journalistes, qui se préoccupent de l'information et de la communication efficace. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au sein de cet effort de réduire la stigmatisation. On avance, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous les journalistes? Comment est-ce que les journalistes peuvent aider à mettre fin à la honte? Alors, la façon dont les journalistes parlent et communiquent sur la COVID-19 aide la communauté à prendre des mesures efficaces pour combattre la maladie et éviter d'alimenter la stigmatisation. Les journalistes peuvent créer un environnement dans lequel la maladie et son impact peuvent être discutés ouvertement, honnêtement et efficacement. Et ce qui est très important, c'est le langage. Certains langages et mots, par exemple, les autres présentateurs ont déjà discuté l'utilisation des mots comme cas suspect et victime. Ces mots peuvent avoir un impact négatif pour la communauté et alimenter des attitudes stigmatisantes. Donc, je vous conseille d'utiliser un langage qui respecte les personnes et leur donne les moyens de se prendre en charge dans tous les canaux de communication. Alors, et juste pour expliquer un peu plus pourquoi on parle pourquoi ce mot cas suspect, il faut se demander pourquoi ça alimente des attitudes stigmatisantes. Et je voulais dire parce que lorsqu'on entend le mot cas suspect, on pense que c'est quelqu'un qui a fait du mal. Et on veut surtout souligner que dans le cas de n'importe quelle maladie, mais surtout avec la COVID-19, c'est pas que les gens ont fait du mal. Donc, on veut pas les parler de cette façon. Et alors, donc, ouais, c'est vrai que les survivants et tout le monde méritent du respect. Ils n'ont pas besoin de pitié. Et nous, les journalistes, une chose qu'on peut faire, c'est d'écrire leur expérience et leur opinion. Et ça fait partie du processus pour combattre la stigmatisation parce que le public pourrait voir que, par exemple, imaginons que quelqu'un du Mali a survécu au coronavirus, alors on voit bien que ce n'est pas qu'une maladie des étrangers. Alors, l'idée d'amplifier les voix et les témoignages des gens qui ont survécu, ça peut aider à réduire la stigmatisation parce que pour la plupart des gens, ils peuvent voir que c'est bien une maladie qu'ils peuvent surmonter. Et dernier point sur ce slide, c'est que la collaboration avec les autorités, les ministres de santé, les chefs de communauté, est aussi un outil important. Les journalistes peuvent faire des entretiens avec les chefs religieux fiables ou des gens célèbres chez vous afin d'amplifier les messages de vérité et de la science. Et par exemple, un exemple serait un chef religieux dans votre région qui a vraiment pris des belles mesures pour que sa congrégation respecte les gestes barrières contre la COVID-19. Et alors, si je suis journaliste et je fais un reportage sur ces actions, ça peut aussi aider à réduire la stigmatisation et encourager les gestes barrières. Et en fait, cette slide, c'est un exemple d'un panneau d'affichage qui montre le témoignage de quelqu'un qui a survécu Ebola au Libéria vers 2015-2016. Et cette idée aidait à diminuer la stigmatisation parce qu'en voyant son courage, son histoire, son témoignage, eh bien, son visage, son esprit, on voit bien que Ebola existait parce que je me souviens bien et je suis sûre que certains d'entre vous vous souvenez bien aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Ebola n'existait pas. Alors, l'idée de montrer ce témoignage donne l'idée que ce n'est plus une maladie cachée, c'est quelque chose qui est plus ouvert. Et on peut faire la même chose avec la COVID-19
mais en même temps, il est important de protéger l'identité des personnes vulnérables. On avance, s'il vous plaît. Oui, donc je veux souligner que même quand c'est bien de faire ce genre de panneaux d'affichage, il est important aussi de protéger les personnes vulnérables. Il ne faut pas mettre les visages des patients actuels de la COVID-19 sur les panneaux d'affichage ou dans les journaux ou à la télé, bien sûr, parce que ça peut aussi provoquer la stigmatisation des personnes qui sont actuellement dans une situation pas sécurisée. Et c'est quoi la différence? C'est qu'eux, ils sont toujours vulnérables. Alors, je vous conseille d'amplifier les témoignages de ceux qui ont été guéris, car ça aide à réduire la stigmatisation, mais je ne vous conseille pas de montrer les visages ou d'écrire les noms des patients actuels de la COVID-19, parce que ça peut contribuer à la stigmatisation chez eux lorsqu'ils rentrent à la maison et tout ça. Donc, il y a vraiment une ligne entre les deux approches qu'on peut utiliser tous les deux, nous les journalistes alors. Oui, il est important que les journalistes ne répètent ou ne partagent pas des rumeurs non confirmées, surtout sur le plan social, et qu'ils évitent d'utiliser le langage hyperbolique conçu pour générer la peur, comme la peste, l'apocalypse. Bien sûr, ça peut attirer un certain public, mais ça peut aussi contribuer à la stigmatisation. Je vois qu'on a très peu de temps, donc si on peut avancer au prochain slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, voici quelques astuces à faire et à ne pas faire au niveau de langage. Alors, premièrement, n'associez pas de lieu ou d'ethnie à la maladie. Alors, on a vu partout dans le monde, en fait, pas mal de racisme contre les gens d'origine chinoise parce qu'au début de la COVID-19, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient d'un virus de Chine, un virus de Wuhan et tout ça. Et en fait, le nom officiel de la maladie a été délibérément choisi pour éviter la stigmatisation parce qu'il n'y avait pas de lieu dans le titre. Oui, ne pas qualifier les personnes atteintes de la maladie comme des cas COVID-19 ou des victimes, parce que victime, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très horrible qui leur est arrivé, et c'est pas un langage qui humanise les gens en fait. Et dernièrement, ne pas parler de personnes qui transmettent la COVID-19, infectant les autres, car cela implique une transmission intentionnelle et attribue des responsabilités. Donc, cette maladie, ce n'est pas la faute de personne et on ne veut pas utiliser un langage qui implique que les gens ont fait du mal. Et finalement, prochaine slide, s'il vous plaît. Ah oui, alors, oui, juste pour terminer, je voulais vous conseiller que je sais qu'en plusieurs pays en Afrique, le simple acte de porter un masque reçoit de la stigmatisation. Alors, voici quelques idées pour réduire la stigmatisation qui est liée avec la porte de masque. Par exemple, un article dans la New York Times qui montre comment les masques fonctionnent. Et un deuxième exemple qui montre, si on peut voir la prochaine slide, qui montre le lien entre la mode et les masques. Et j'aime bien cette approche parce que ça normalise la porte de masque et ça crée de l'intérêt dans l'idée d'en acheter un. Et moi, j'aime bien la photo en haut à droite de ce monsieur, je pense qu'il est au Kenya, qui a choisi un masque qui va bien avec son tenue. Et j'ai vu ça partout en Afrique de l'Ouest. C'est une très belle façon d'encourager le changement de comportement chez les gens qui se méfient des masques. Donc voilà, pour conclure, je pense que vous avez vu quelques idées, quelques astuces pour
pour vraiment essayer de contribuer à la diminution de stigmatisation dans vos reportages. Merci bien. Merci beaucoup, Katrina, pour cet exposé, je pense, fort intéressant. Je pense que vous avez touché à beaucoup de questions de nos collègues journalistes qu'on avait reçus avant le webinaire. Je veux juste, avant de vous poser une question, Katrina, je vais vous juste demander, on va peut-être déborder l'heure parce qu'il est déjà, on a déjà fait l'heure du webinaire. Donc, on va peut-être déborder un 5-10 minutes parce qu'on a beaucoup de questions. Donc, je vais essayer, j'aimerais qu'on puisse répondre à une majorité des questions. Donc, rapidement, donc, si vous êtes d'accord, juste un petit 10 minutes supplémentaires. Donc, pour vous, Katrina, vous avez un peu répondu dans votre exposé, mais j'aimerais poser quand même la question de Bertie du Burkina Faso qui demande si la stigmatisation n'est-elle pas liée à la communication autour de la maladie. Donc, j'aimerais avoir une réponse de votre part par rapport à cette demande. Oui, vraiment, merci pour cette question. Je pense que c'est vraiment un lien très fort entre la communication et la stigmatisation. La mauvaise nouvelle, c'est que la mauvaise communication, ça peut contribuer à la stigmatisation. Et la bonne nouvelle, c'est que la bonne communication, ça a le pouvoir de réduire la stigmatisation. Et j'espère que je vous ai donné quelques idées pour le faire. Mais vraiment, je pense que c'est à nous, les journalistes, de vraiment mener le chemin, de faire des reportages avec une grande responsabilité parce que vraiment, le langage, c'est très important. La communication, ça peut vraiment avoir un effet sur les vies des gens. Donc, oui, je suis vraiment d'accord avec votre réflexion. Parfait, merci Katrina. J'ai maintenant plusieurs questions et puis là, je vais aller en rafale un peu parce qu'on est pressé par le temps. Et puis, je veux m'adresser un peu à nos quatre participants conférenciers de ce webinaire. Donc, j'ai une première question qui s'adresse à M. Maïga. Par rapport aux interventions sur le terrain, est-ce qu'il appréciait ou est-ce qu'il y a des réticences de la communauté face aux personnes déjà atteintes de la COVID, donc les survivants? Monsieur Maïga. Merci pour la question. Pour cela, je préciserai quand même que c'est vraiment des interventions qui sont très bien appréciées. Parce que dans la plupart des cas, on se retrouve avec des personnes qui ont perdu l'espoir, ou bien des familles, ou bien des groupes de personnes qui ont perdu l'espoir de revivre encore dans certaines sociétés. Et du coup, ils ont des humanitaires qui viennent à leur côté, qui cherchent à savoir comment ils vivent, à prendre en charge leurs problèmes. Vous voyez, leurs problèmes socio-économiques. Vous voyez, et accompagner des sensibilisations de leur entourage pour qu'ils puissent vraiment les réaccepter encore dans leur société. Et jusqu'à les amener, des gens qui avaient perdu l'espoir, les amener encore à regagner l'espoir de revivre encore dans cette même société. Donc, du coup, j'avoue que souvent, c'est très émouvant. C'est très émouvant si vous voyez vraiment la disponibilité, l'accompagnement que ces communautés nous donnent pour nous renforcer vraiment dans ce que nous faisons. Je ne peux pas dire que ça peut être à 100% réticence zéro, mais quand même, c'est question de temps. Au départ, il y avait vraiment quelques résistances au départ. Mais au fil du temps, avec les sensibilisations, les approches, les stratégies, les communautés ont parvenu à comprendre notre raison d'être auprès d'eux. Et ce qui nous a facilité vraiment le processus. Parfait. Merci, M. Maïga, pour cet élément de réponse. Je vais poser d'autres questions. C'est plusieurs questions qui tournent un peu autour du même sujet. Une première question qui est par rapport à la prise en charge psychosociale
Donc, c'est Malik du Sénégal qui demande ça. Donc, le nombre de psychologues conseillers est inférieur et surtout si la personne vit avec le handicap. Donc là, ça pose des questions justement des populations vulnérables, qu'elles soient des personnes qui vivent avec du handicap, que ce soit des personnes déplacées. J'ai une autre question qui va dans le même sens. Est-ce que, en s'adressant à MSF, c'est une question de Fatoumata, est-ce que MSF, dans le cadre de la prise en charge psychosociale des personnes en mouvement, donc par rapport aux migrants, comment ça se passe, cette prise en charge? Aussi, j'ai une autre question qui va dans le même sens. Est-ce que la prise en charge, elle est faite avant, pendant et après? Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, je peux demander à M. Bizimana de donner un premier élément de réponse et ensuite peut-être M. Maïga et enfin Katrina, si vous voulez aussi apporter une réponse rapide en fonction de la question du handicap, la question des migrants, des populations déplacées internes, comment les journalistes peuvent aborder le sujet. Donc, on va commencer avec M. Bizimana. Merci pour cette question. Médecins sans frontières sur le plan global travaille dans plus de 70 pays au monde. Notre intervention dans le contexte de COVID-19 en Afrique ce dernier temps a été dans 24 pays d'Afrique. Parmi ces pays et le contexte là où nous travaillons, il y a le cas des réfugiés. Donc, je souligne que notre paquet de soins médicaux est intégré. Donc, nous travaillons là où il y a des réfugiés. Bien sûr qu'ils bénéficient de la prise en charge. Et bien sûr, Médecins sans frontières ne fait pas de discrimination sur la race, la peau de couleur, on est réfugié ou pas, on traite tout le monde qui est en besoin. Je pense que... Merci pour cette intervention, M. Bizimana. M. Maïga, si vous voulez apporter un élément de réponse rapidement en 1-2 minutes, s'il vous plaît. Moi, je vais encore renforcer quand même M. Bizimana dans son intervention. C'est surtout la sensibilisation pour vraiment éviter le racisme. La sensibilisation allant dans le cadre des principes humanitaires, c'est-à-dire que la neutralité, l'impartialité. C'est très important. Et tant que on n'essaye pas de casser cette barrière, j'avoue que toujours dans l'assistance que nous souhaiterons vraiment apporter à ces pauvres migrants qui souffrent autant dans la quête de leur quotidien, vraiment, c'est un grand gouffre. Un grand gouffre. Donc, moi, je pense qu'il faut surtout renforcer la communication dans ce sens-là. C'est très important. Merci. Merci, M. Maïga. Katrina, si vous voulez apporter un élément de réponse par rapport à tout ce qui est handicap, population vulnérable et comment les journalistes peuvent aborder le sujet. Oui, merci pour cette question. La population déplacée ou les gens sans abri ou les gens dans les camps de réfugiés, c'est une population très vulnérable et c'est aussi une population dont on entend moins souvent leur voix. Et ça aussi, ce fait-là, je pense que ça, c'est un aspect de stigmatisation qu'on entend moins leur voix dans les médias et tout ça. Alors, pour les journalistes, je vous conseille de faire des reportages sur eux, d'entendre leur voix, de partager leur histoire avec le public, mais en même temps d'être conscient que c'est vraiment une population très vulnérable et de collaborer, de parler avec les ONG qui travaillent avec eux afin de mieux savoir quoi faire et les bonnes approches. Par exemple, c'est bien possible que ce n'est pas une bonne approche de montrer les visages des enfants dans les camps de réfugiés, de peut-être vous allez cacher ou changer les noms des gens afin de les protéger, afin de vous assurer que vous n'allez pas provoquer plus de stigmatisation. Alors, c'est une
une approche très sensible et aussi vraiment, c'est bien d'inclure leurs histoires dans votre reportage aussi. Merci. Merci, Katrina, pour cet élément de réponse. Je pense qu'on peut. Nous avons plus de questions. J'ai peut-être une question. Comment protéger les voyageurs des taxis, motos, voitures de biens. Okay. Je pense, je peux répondre et puis je pense qu'on pourra terminer le webinaire sur ça. Je pense que effectivement, il faut renforcer la sensibilisation auprès des populations. Donc à la fois, donc le travail des médias peut apporter une pierre à cela. Donc, et puis, bien sûr, après, il y a chaque pays met en place des politiques de prévention et de protection. Et enfin, donc, le travail aussi des humanitaires donc, dans les différentes zones d'intervention. Juste en 1 minute, pour clôturer le webinaire, j'aimerais remercier l'ensemble des panélistes et l'ensemble des participants et participantes. Je ne sais pas si chacun de vous, peut-être en 20 secondes, si vous voulez un mot de la fin avant de conclure. Monsieur Maïga? Mon mot de la fin, c'est juste des remerciements pour vraiment tous les efforts consentis, à vous, Christophe, et à toute votre équipe, pour vraiment créer ce plateau d'échange tant riche vraiment pour vraiment soulager les problèmes qui vivent au quotidien nos populations. Et je souhaiterais que ces genres de plateaux soient vraiment continuels pour que ça puisse vraiment aussi jouer son rôle de sensibilisation à l'endroit de ces acteurs humanitaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au profit de ces plateaux, ces acteurs humanitaires encore sont renforcés dans leurs approches, dans leurs méthodologies, dans leurs stratégies. Donc, c'est très important. Et j'invite aussi les médias dans le cadre, dans le processus de partage des messages, comme Julie l'a dit, de penser vraiment à approcher les acteurs à la matière dans les domaines dans lesquels ils veulent évoluer pour qu'ils puissent les orienter, leur faire un bon cadrage afin de pouvoir vraiment donner un message qui pourra vraiment impacter sur le domaine. Merci. Merci et très prochainement. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Monsieur Bizimana, un mot de la fin en 20 secondes. Merci, Monsieur Christophe. Ce que j'aimerais dire comme un dernier message pour l'enforcement et bonne intervention pour mettre la fin à la stigmatisation, il faut que les journalistes se basent sur des témoignages positifs afin de changer le comportement, influencer le changement de comportement de la population. Au lieu, par exemple, au lieu de projeter les gens qui ne portent les masques pour les critiquer, plutôt projeter, montrer les photos des gens qui portent bien les masques et utiliser-les comme un modèle pour influencer la société. Et finalement, merci pour amener ce sujet de stigmatisation et santé mentale. C'est vrai que la personne peut être traitée et guérie, mais les séquelles psychologiques et les conséquences psychosociales peuvent rester et durer pour longtemps. Et ça peut perturber la personne à plusieurs dimensions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bizimana. Effectivement, c'est fort intéressant et vous avez tout à fait raison du fait de l'impact à long terme que la stigmatisation peut avoir, effectivement. Katrina, un mot de la fin? Merci. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que Monsieur Bizimana vient de dire. Et juste pour finir, je voulais remercier tous les participants et vraiment vous remercier pour votre travail aussi. Je sais que nous, les journalistes, souvent, on ne reçoit pas les remerciements pour notre travail et je pense que c'est très important qu'on continue avec l'inspiration et du courage et qu'on peut contribuer à vraiment un écosystème très bien au niveau de réduire la stigmatisation. Alors, merci beaucoup.
Merci, Katrina. Enfin, Monsieur Dicko, un dernier mot de la fin? Non, je pense que rien de très profond à rajouter, juste un gros merci. Je pense que je veux joindre ce que les autres collègues ont dit. Ce serait bien de continuer sur cette lancée et de répéter les mêmes choses. Quitte à le faire, il faut le faire. Ce sont des messages très importants et remercier tous ceux qui sont derrière ces initiatives. Je pense que voilà, c'est tout ce que je veux rajouter. Merci encore, Christophe et toute l'équipe. Merci Amadou. Donc voilà, c'est la fin de notre webinaire. Merci d'être resté avec nous et d'avoir participé aussi nombreux à ce webinaire, à ce dialogue médiatique et avec toutes les bonnes questions que vous avez posées. Donc on se retrouve très bientôt. Donc merci beaucoup et bonne journée, bonne fin de journée, bonne fin de soirée là où vous êtes. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Christophe.